Ok, la dernière fois, on a commencé le codage numérique des images et on a parlé de deux types d'images. On a parlé des images vectorielles et des images matricielles. D'accord? Et on a dit aussi que pour les images matricielles, plus on zoome, plus on voit la dégradation de la qualité et plus qu'on voit les petits carrés qui signifient bien les pixels. Ok? Alors, comme cet exemple le montre, ce petit point-là est représenté par plusieurs carrés où chaque carré présente une couleur différente. Et chaque carré, ici, chaque zone, possède une largeur et une hauteur. Et pour calculer le poids ou bien la taille de cette partie-là, il faut juste multiplier la taille, bien la largeur, plus la hauteur, pour avoir la taille de notre matrice. Et ça, ce n'est pas seulement deux dimensions qu'on aura besoin pour calculer la taille globale. Pourquoi? Parce que notre image n'est pas une image en noir et blanc. S'il s'agit d'une image en noir et blanc, ok, aucun problème. Pourquoi? Parce que chaque carré ici peut présenter deux couleurs, le blanc ou bien le noir, 0 ou bien 1. Et quand je dis 0 et bien 1, donc quel est l'espace qui sera occupé par chaque petit carré? C'est un bit qui ne peut avoir que deux états, 0 ou bien 1. D'accord? Mais puisqu'on a une image en couleur, chaque petit carré peut avoir plusieurs couleurs. D'accord? Et combien de couleurs? On a plusieurs. Mais l'essentiel est que ces trois couleurs, c'est la combinaison des trois couleurs principales. Ok? Donc, avec les trois couleurs principales, on peut facilement créer une, euh, une grande quantité de couleurs. Ok, parfait. Alors, maintenant, il y a une troisième dimension qui est la profondeur. Alors, la profondeur, son unité est soit en bits, en octets ou bien en kilo-octets. Bon, généralement, on utilise seulement le bit, l'octet seulement. Alors, si la profondeur est égale à 1 bit, cela veut dire qu'on a une image en noir et blanc. Si la profondeur est égale à 1 octet, ça veut dire qu'on a seulement 256 couleurs, qui sont des niveaux de gris. D'accord? Ou bien, si vous avez 3 octets, il fallait savoir que chaque octet parmi ces 3 concerne une couleur. Le rouge, le blanc et le jaune, qui forment les 3 principales couleurs de la vie. Donc, on peut combiner les 3 octets pour avoir plusieurs couleurs. Et aussi, on peut avoir 4 octets où il y a 3 octets pour les 3 couleurs principales et un octet pour la transparence. D'accord? Et encore, il y en a plus. Comme vous voyez ici, la tête de ce monsieur-là, d'accord? Alors, il est comme ça. Il y a des petits carrés qui portent des couleurs. Et à votre avis, donnez-moi la profondeur de cette image. La profondeur est égale à combien? Allez, vous écrivez. Quelle est la profondeur de cette image?
un bit. Pourquoi un bit? Parce que c'est noir ou blanc? Non, c'est faux. Non, c'est faux. S'il s'agit d'un bit, vous n'allez voir ici que le noir et blanc. Mais là, je vois des gris. Et aussi, je vois des niveaux de gris, plusieurs niveaux de gris. Au maximum, on a combien de niveaux de gris ici? On a au maximum 255 niveaux de gris. Ok? Donc, finalement, c'est combien? C'est un octet. D'accord? C'est un octet. Ce n'est pas 256. Mouad. Non, c'est un octet. Donc, toujours la profondeur est exprimée soit en bits, soit en octets. Voilà, donc ça, c'est le codage en décimale de chaque pixel. Et là, c'est en binaire. Et la combinaison de ce code binaire nous donne cela. Donc ça, c'est la tête du chasseur. Pardon, du pêcheur, c'est pas chasseur, du pêcheur. Alors, supposons que notre image est en couleur. Alors, on aura besoin de 3 couleurs. Et dans chaque pixel, on va enregistrer 3 valeurs. Chacune de ces valeurs concerne une couleur parmi les couleurs numériques. Le rouge, le vert et le bleu. Ou bien on peut utiliser le rouge, le jaune et le bleu. Mais le plus utilisé, c'est le RGB. Au niveau, donc tout ce qui est électronique. Donc finalement, la taille de l'image est égale à la largeur fois la hauteur fois la profondeur. C'est ça. Alors, ce qu'il fallait savoir, que la taille de l'image n'est pas la même au niveau de la mémoire vive et au niveau de la mémoire de masse. On n'aura pas toujours la même taille. Pourquoi? Parce que dans la mémoire vive, on voit la vraie taille de l'image. Mais au niveau du disque dur, il y a certains formats d'enregistrement comme le JPG, comme le PNG et ainsi de suite, qui forment un format de compression. Donc l'image sur le disque est déjà compressée. Alors maintenant, parlons un petit peu des formats. On a tout d'abord le format PNG, Portable Network Graphics, qui permet les fonds transparents. La compression proposée par ce format est d'une qualité de 5 à 25% meilleure que la compression GIF. Donc PNG, c'est beaucoup plus mieux en qualité de compression que le format GIF. Encore, et aussi le PNG accepte les fonds transparents. Pour le JPG, Joint Photographic Experts Group, aussi c'est un format, c'est le format le plus utilisé sur le net. Les appareils photo numériques compacts prennent également les photos au format JPG. Ils contiennent des méta-informations, d'accord, qui permettent de connaître les informations au sujet de la photo. Alors généralement, toujours dans vos smartphones, vos appareils numériques, on utilise le format JPG. Pourquoi? Parce qu'à l'intérieur, il n'y a pas seulement l'image. Il y a aussi ce qu'on appelle les métadonnées. Et les métadonnées, ça veut dire quoi? Métadonnées veut dire des données sur des données. Et quand je parle de métadonnées, je parle de la date, par exemple, de capture. Je parle de l'emplacement géographique où vous avez capturé la photo. On trouve aussi d'autres informations comme est-ce que l'image a été prise en utilisant le flash ou non, et ainsi de suite. Donc généralement GPG est beaucoup plus riche, c'est pour cela la taille des GPG c'est beaucoup plus grande que la qualité des PNG. La différence entre PNG et JPG, oui, c'est ce que je viens de dire. PNG est une image qui permet le fond transparent. JPG non. D'accord? Le fond transparent, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je peux vous expliquer sur un exemple, mais sincèrement, je ne vois pas l'exemple. D'accord, je peux prendre par exemple cette capture d'écran.
Voilà, donc j'appelle Google et je cherche par exemple un personnage. une pe- je cherche par exemple monsieur, un joueur, Achraf Hakimi, d'accord? Achraf Hakimi, voilà le joueur international marocain. Je prends une de ces images et regardez ce qu'on va faire. Prenons par exemple cette image-là. Là, je prends cette image, voilà. Et ça, c'est une image quoi? C'est une image, je sais pas quelle image, mais je peux télécharger. Save image as. Et voilà, par défaut, qu'est-ce qu'il me propose? Il me propose .jpg. Et j'aurai pas de choix. D'accord? J'aurai pas de choix. Toujours sur le bureau, je vais enregistrer cette image. Parfait. Maintenant, je vais aller vers un logiciel comme Paint et ouvrir l'image. Ouvrir l'image à l'intérieur. C'est l'image de Achraf Hakimi. Et voilà. D'accord? Je réduis un petit peu la taille, comme ça. Et maintenant, je vais commencer à effacer le contour. Oh non, j'ai pris une image assez grande. Je vais essayer de réduire. Oh non, c'est pas comme ça. D'accord, c'est pas grave, je vais continuer à effacer. Ou bien je peux faire comme ça. Alors ça, c'est une question qui demande un peu de temps pour répondre, hein. C'est pas grave, alors je vais seulement effacer quelques trucs ici, quelques zones, pour que vous voyez bien la différence entre JPG et PNG. Alors regardez, maintenant je suis en train d'effacer l'arrière-plan, ou bien le fond de l'image. À votre avis, quand j'efface le fond d'image, quand j'efface le fond d'image, est-ce que la partie effacée, est-ce que c'est le blanc ou bien le vide, le rien? C'est le blanc. Parce que, supposons que maintenant, j'ouvre cette image sur Microsoft Word. Regardez ce qu'on va voir. Alors, je prends l'image de Achraf Hakimi toujours. Voilà le bureau. Et je prends cette image. D'accord. C'est ça l'image. OK. Alors maintenant, je vais essayer de colorier l'arrière-plan de la page Word. Comment? C'est comme ça, mise en forme plutôt, c'est pas mise en page. C'est pas affichage, c'est oui, c'est accueil, couleur. Ah non, pardon, c'est conception. Oui, c'est conception. Et je change la couleur de la page. Qu'est-ce que vous remarquez? Ah, pourquoi la couleur bleue n'a pas pris ces zones? C'est tout simplement parce que ces zones ne sont pas des zones transparentes. Et l'image JPG ne permet pas de rendre les fonds transparents. D'accord? Alors, si vous avez une image PNG, on peut ici mettre le transparent ici. Normalement, je ne dois pas travailler avec Paint, mais je dois travailler avec Photoshop. Hein? C'est avec Photoshop que je peux bien voir les choses. Alors, vous pouvez tester vous-même. Hein? OK. Encore, il y a une autre différence entre JPG et PNG, c'est que JPG conserve d'autres informations
comme ça par exemple, si je prends cette image, je clique sur File. Qu'est-ce que je peux trouver? Je peux trouver des détails. D'accord? Malheureusement, dans cette image, les détails ont été supprimés. D'accord? Mais si vous avez une image prise par un appareil photo, là, vous pouvez voir toutes les informations ici. Alors, vous pouvez vous tester vous-même, maintenant même. Et regardez, il y a une autre image qui est l'image GIF, qui est le format adapté aux images de basse résolution, qui permet la transparence aussi comme PNG et les images animées. Donc on peut avoir une image animée GIF. Alors plusieurs images séquentielles à l'intérieur du même fichier. Ça c'est l'image GIF. Elle est utilisée pour les logos généralement, les icônes, les boutons et autres éléments de page web. La profondeur limitée à 1 octet, donc on ne peut pas dépasser 1 octet pour la profondeur, et donc soit 256 couleurs dans une palette. C'est pour cela la qualité des images GIF n'est pas assez élevée par rapport aux images PNG et les images GPG et PNG. Alors, ça veut dire quoi les métadonnées? Alors, si vous voyez bien ce diapo, alors peut-être je dois agrandir pour mieux voir. Voilà, c'est ça. Alors, je vais agrandir un petit peu l'image pour que vous voyez mieux. Ok, ça c'est quoi? Ça c'est lorsqu'on clique sur une image avec le bouton droit et on choisit propriété. Hein, qu'est-ce qu'on peut voir? On peut cliquer sur détails pour voir les détails de l'image. Généralement, on trouve certains détails comme l'ID de l'image, les dimensions de l'image. D'accord? Alors ici, on trouve la dimension 2340 fois 4160. Et ça, c'est quoi? Ça signifie quoi? Ça signifie bien la résolution. Et la résolution, ça veut dire quoi? C'est le nombre de pixels dans la largeur fois le nombre de pixels dans la hauteur. Et voilà, vous pouvez voir ça en détail. La largeur est égale à 2340 pixels et la hauteur est égale à 4160 pixels. Alors pour la résolution horizontale, hein, elle est égale à 72 ppp. Alors c'est quoi ppp? Si vous vous rappelez bien. Bah, c'est une unité qu'on vient de faire la dernière fois. Oui, vous avez répondu. Non. Alors regardez. Lorsqu'on a parlé des unités, voilà ici. Où est le diapo? On a parlé des unités. Je ne sais pas où est-il. Parce que je dois voir encore d'autres unités autres que PPP. Non, ce n'est pas ici. Je me rappelle plus quel diapo il est. Bon, j'aimerais bien vous montrer les autres unités. Voilà, on a fait ça. Oh, je me rappelle plus. Sincèrement, je me rappelle plus. Où on a mis les... Ok, c'est pas grave. Ah, donc, c'est une question quoi. Voilà, c'est ça. Mais je voudrais bien voir les autres. Hein, parce que il y a une autre unité, c'est page per minute. C'est le ppm, pour ne pas confondre. J'aimerais bien vous expliquer ça. Alors, ça c'est pixel par pouce. Et pour le pp
ppm, c'est page, c'est la page par minute. Et ça concerne les imprimantes. D'accord? Pour le pp, c'est pixels par pouce. D'accord. Alors, la résolution horizontale, ici, on a 72 ppp ou bien pixels par pouce. Hein? Cela veut dire quoi? Cela veut dire que chaque pouce, on a 72 pixels. Et on a une profondeur de couleur est égale à combien? Est égale à 24. D'accord? C'est ça la profondeur. Alors si vous voulez calculer maintenant la taille, vous pouvez faire la multiplication, tout simplement. Alors ensuite, on peut voir les autres choses. Donc la représentation des couleurs, là on a le RGB. D'accord? Red, green et bleu. Et c'est l'appareil photo d'un téléphone, d'un smartphone de LG Electronics. D'accord? C'est la marque de l'appareil photo, c'est ça. Et ça, c'est le modèle de l'appareil photo. Ça, c'est quoi? Ça, c'est le smartphone qui a pris la photo. Encore? Alors, faites attention, s'il vous plaît. Ne jouez pas avec les photos parce qu'il y a déjà des métadonnées. Et là, on peut vérifier si c'est vous qui a pris la photo ou bien une autre personne. Alors ensuite, si on compare les deux images, alors ici on a cette résolution. Alors maintenant, s'il vous plaît, qui est la bonne résolution? Ça se voit bien que la résolution de LG est beaucoup mieux que celle de Samsung. Samsung J510F. Donc ça c'est clair. D'accord? Mais regardez. La résolution horizontale de Samsung, par exemple, et là, je fais pas la publicité parce que ce sont des anciens smartphones. Donc c'est pas question de publicité, mais juste on compare les deux. Alors 150, hein, quoi, ppp, en comparant avec 72, on voit clairement que Samsung, l'image Samsung est beaucoup plus claire que LG. Donc, pour les prochaines fois, si vous voulez acheter un smartphone ou bien un appareil photo, essayez de voir ces données. Alors, avec un smartphone, vous pouvez prendre une photo et voir les détails de la photo. Et vous allez voir même sous Android, vous pouvez voir ces informations-là. Alors, vous pouvez voir ici les dimensions, bien la largeur et la hauteur. Aussi, vous pouvez voir la résolution horizontale et la résolution verticale. Et aussi la profondeur de couleur. Et généralement, on trouve dans presque la quasi-totalité, on trouve 24, sauf les smartphones avec 3 hein? On peut trouver encore une autre profondeur de couleur. Voilà, donc toujours la couleur c'est RGB. Donc on peut comparer ces valeurs pour voir quel est le meilleur appareil photo. Là, sincèrement, je vois que celle avec 150 ppp, c'est beaucoup mieux que... Parce que ça c'est condensé, on a plus de charge dans cette photo. Alors ensuite, on verra l'image suivante pour comparer les deux informations. On a toujours appareil photo et modèle. Alors il y a encore un autre critère pour comparer. L'autre critère, c'est le temps d'exposition. D'accord? Et aussi la sensibilité ISO. Encore la distance focale. Ici on a 2 mm et là on a 4 mm. Aussi
on peut voir ici, est-ce que l'image a été prise avec flash ou bien sans flash. Alors là, c'est ce qu'on appelle, ça s'appelle, hein, cela est appelé les métadonnées. Donc on appelle ça les métadonnées. D'accord. Maintenant, quand je parle de la compression, c'est quoi tout d'abord la compression? Alors la plupart de ces formats que nous avons vus, que ce soit PNG, JPG ou bien GIF, utilisent des algorithmes de compression. Ce sont des formats compressés afin de réduire la taille de l'image sur les mémoires de masse disque dur. Parce que si on enregistre l'image avec sa taille originale, ça va occuper beaucoup d'espace mémoire au niveau du disque dur. C'est pour cela on utilise des algorithmes de compression d'image afin de mieux consommer l'espace mémoire. Là, on définit alors le taux de compression par la formule suivante. Alors, le taux de compression est égal à 1 moins la taille du fichier image sur la taille de l'image en mémoire. Donc, la taille du fichier image, c'est sa taille au niveau de disque dur. C'est lorsque vous cliquez sur le fichier par le bouton droit, d'accord, par le bouton droit, et vous cliquez sur propriétés. OK? Et la taille de l'image en mémoire, c'est la multiplication de la largeur fois la hauteur fois la profondeur. D'accord? Alors, on a deux types de compression. Une compression sans perte et une compression avec perte. Alors, une compression sans perte, c'est où l'image comprimée est parfaitement identique à l'original. C'est-à-dire, on ne perd rien. Même si vous zoomez, vous voyez deux images, la même image, une avec une taille de 2 mégas et l'autre avec la taille 3 mégas. Qu'est-ce qu'on a fait? On a compressé de 3 mégas jusqu'à 2 mégas. Mais est-ce qu'on a perdu la qualité? Non, on n'a pas perdu la qualité. Et avec perte, ça c'est souvent ce qu'on voit toujours, c'est la compression avec perte. Ça veut dire on va perdre la qualité de l'image, et plus l'image est bien compressée, plus que la qualité est bien dégradée. Quand vous voyez ici, j'espère que vous voyez mieux. Sincèrement, normalement maintenant, vous ne voyez que la qualité de votre écran. C'est difficile de voir la différence. Mais à votre avis, là, je vois, ce que je vois maintenant en clair, c'est que ça, c'est la compression JPG à 100%. D'accord? Et ça, c'est la compression JPG à 40%. Ça veut dire on va garder la qualité à 40%. Ici, on va garder la qualité à 100%. Regardez la taille. Comment elle est. Là, c'est 70, presque 70 octets. On va compresser pour réduire la taille. On va garder 40% de la qualité et on verra que la taille devient 10 000 octets. Et on continue à compresser pour avoir seulement 4200 presque octets. Mais qu'est-ce que vous voyez sur l'image? Vous voyez qu'en passant de gauche à droite, l'image commence à être dégradée. D'accord? Alors ici, on peut voir les pixels. Là, si, par exemple, j'agrandis cette image. Ah, vous avez remarqué, il y a une différence entre cette image et celle-là. Là, je peux voir les poils. Mais plus ou moins, je ne peux pas les voir clairement. Surtout dans cette zone-là. Ici, non, je ne peux pas les voir. Et dans cette image-là, je peux les voir clairement.
Parfait. D'accord, on continue. Toujours avec la compression, et on va voir les méthodes de compression des images. Et on commence par la méthode classique de compression, qui consiste à donner un code pour chaque ligne de l'image. Alors, une image est représentée par une suite de nombres entiers représentés à droite. D'accord? Si vous avez un A, ici, et si on vous demande de calculer maintenant la taille, alors donnez-moi s'il vous plaît maintenant la taille de cette image-là. Donnez-moi la taille de cette image. Allez-y, s'il vous plaît, donnez-moi la taille de cette image. Alors, vous avez déjà la formule. C'est quoi? Normalement, c'est la largeur fois la hauteur. Et si vous calculez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc, ça fait combien? C'est 50. D'accord? Fois 1 bit. Donc, ça, c'est 50 bits. Donc ça, c'est clair, on calcule. Donc ça, on a besoin de 50 bits pour représenter cette image. Alors là, on peut compresser. Comment on peut compresser? C'est à la place de créer une, comment dirais-je, oui, il y a une réponse peut-être. Pourquoi c'est 58? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah, pardon, ici c'est 6. Hein. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alors c'est 6 fois 5, ça fait 30. Oui, j'ai cru que c'est 10. Hein. Donc c'est 30. Donc c'est 30 bits. Alors, le codage, le premier, bien le codage classique consiste à écrire des chiffres à côté de chaque ligne. Et la combinaison de ces chiffres renvoie quoi? Renvoie l'image compressée. Ok? Alors le 1,3,1, c'est quoi? Cela veut dire quoi? Cela veut dire que un vide, 3 remplis, 1 vide. D'accord? 4, 1. 4 vides, 1 rempli. D'accord? Ensuite, 1 vide, 4 remplis. Et ensuite, 1 rempli. Ah, pardon, 0. C'est 0 vide, 1 rempli, 3 vides, 1 rempli. Encore 0 vide, 1 rempli, 3 vides, 1 rempli. Et finalement, 1 vide, 4 remplis. Et donc la combinaison de ça, c'est quoi? C'est une suite. D'accord? C'est une suite numérique. Et avec cette suite numérique, on peut générer une image par la suite. Alors le problème qui se pose ici, c'est quoi? C'est que plus vous compressez l'image, plus l'ordinateur trouve des difficultés pour la décompresser. Il ne trouve pas vraiment de difficultés, mais juste il demande plus de temps. Parce que lorsque vous normalement, qu'est-ce qu'on enregistre? On n'enregistre pas chaque bit. Est-ce qu'il se trouve 0 ou bien 1? Mais on enregistre plutôt cette suite. D'accord? Et ça, c'est juste un exemple avec une petite image. Mais considérons qu'on a 2000 ou bien 4000 pixels, ou bien 4000 carrés en largeur et 4000 carrés en hauteur. Et on peut trouver jusqu'à 200 vides. D'accord? Maintenant, si je vous cache l'image et je vous demande de créer l'image suivante, qu'est-ce que vous allez faire? Tout simplement, vous allez suivre 1, ça veut dire un vide. 3 rempli, 1 vide. 1, 4 vide, 1 rempli. Et ainsi de suite. Ainsi de suite. D'accord? Donc, je vous donne maintenant un exemple.
Alors, le zéro ici signifie le vide, zéro vide. Ça veut dire que c'est le début, hein, début. Parce que si vous commencez par un, si vous ne mettez pas le zéro, on va considérer que le 1 c'est vide, un vide. D'accord? Alors, toujours, lorsque l'image, la première zone est remplie, on commence par zéro. Alors, je vous donne, s'il vous plaît, un code. Et vous allez me dire qu'est-ce que vous pouvez voir. D'accord? Alors, vide, virgule. Euh, vide, pardon, c'est 4, 5 vides. Alors, je travaille toujours sur 5 fois 6. Hein. Alors, 5 vides. Et je vois 2 vides. Voilà. Et d'accord. Quelle est l'image à représenter par ce code-là? Quelle est l'image qui est représentée? Alors, on a ici 6 fois 5. Alors, donnez-moi, s'il vous plaît, quel est le... Qu'est-ce que vous allez voir? Alors, je décompresse maintenant cette image. Alors, on a 5, ça veut dire 5 vides. Alors, le vide, je vais le colorier, par exemple, euh, en jaune clair, comme ça. Et le rempli, je vais le colorier en rouge. Est-ce qu'il y a des questions? Hmm. Alors, regardez. Alors, maintenant, on a deux vides. Deux vides, coloriés en jaune. Et un rempli et deux vides. Donc, un rempli et deux vides, je les colorie aussi en jaune. Et le rempli, je le colorie en rouge. D'accord? Alors, la troisième ligne. Un vide, c'est ça, c'est le jaune. Un rempli, un vide, un rempli, un vide. Donc je vais commencer par les vides d'abord. Voilà. Et ensuite je vais colorier les remplis comme ça. Maintenant ça devient clair, les choses. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a 0, ça veut dire vide. C'est le bord, 0. Et on a un rempli. Donc je mets le rempli ici. Voilà. Et 3 vides. Donc je mets 3 vides.
et enfin un rempli. Voilà. Et les deux dernières lignes, toutes est vide. Voilà, c'est ça. D'accord? C'est ça normalement l'image que pour Moed, le premier est vide. Ah oui, oui, c'est ça. Donc, regardez, alors, pourquoi on a ajouté... Pourquoi ajouter 0? Pourquoi j'ai ajouté 0? Supposons que j'ai mis 1. Allez-y, voilà. On met 1. Qu'est-ce qu'on devrait faire? Ça veut dire que le premier est vide. D'accord? Et comment dire que le premier est rempli? Allez-y, alors réfléchissez comment on peut dire que le premier est rempli. D'accord? Alors toujours, on doit commencer par le vide. C'est pour cela, pour dire que le premier est rempli, il faut écrire un 0 au départ. Comme ça. D'accord? Donc je répète, 5. Toujours le premier signifie les vides. Donc le premier chiffre signifie les vides. 5, ça veut dire on a 5 cases vides. 2, ça veut dire on a 2 cases qui sont vides. 2 cases vides, voilà, les voilà. Et puis, un rempli et 2 vides. Ensuite, on a un vide, un rempli, un vide, un rempli, un vide. Les voilà. Vide, rempli, vide, rempli, vide. Et ensuite, on a 0 vide. Ça veut dire on ne prend pas ça. Ça veut dire on a 0 vide au départ. 0 vide au départ, ça veut dire que on n'a pas de vide au départ. On n'a pas de vide. On a directement le rempli. Et voilà, c'est ça le rempli. Et combien de remplis? On précise 1. Un rempli et 3 vides. Voilà, c'est ça le 3. Et finalement un rempli. Et pour les deux dernières lignes, on trouve les 5 vides. Ok? Parfait. Alors maintenant, on passe vers une autre chose. Alors, à la place, ça c'est une image noire et blanc, d'accord? Et si je vous demande, s'il vous plaît, là j'ai expliqué le codage employé, quel est le taux de compression de cette image. Donc là, il faut avoir tout d'abord sa taille sur le disque, donc je ne peux pas répondre. Donc s'il s'agit d'un système de compression, s'il s'agit d'un système de compression ou bien donc c'est il s'agit-il, oui, s'agit-il d'un système de compression avec perte ou bien sans perte? Avec ou bien sans? On n'a rien perdu. Donc c'est un système de compression sans perte. D'accord? Et voilà, c'est de même. On peut même des codes comme ça. D'accord? X, 0, 1, bien O, I. On peut coder chaque ligne à part. Et au niveau de ce codage, on peut tout simplement transformer toute une image en un texte. Et vous savez très bien que les images portent beaucoup d'informations que les textes. Alors pour la compression des vidéos, vous savez très bien qu'une vidéo est composée de plusieurs images successives. Une image, bien une vidéo JPEG, JPEG plutôt, JPEG ou bien JPG normale, pardon MPG, c'est pas JPG. Pour les vidéos, on trouve l'image MPG normale ou bien l'AVI. On trouve généralement entre 25 et 30 images par seconde. D'accord? Sauf bien sûr les images 4K ou bien les images Ultra HD. Là, on trouve encore plus. Alors, on prend la chose la plus simple, c'est que on considère qu'on a 50 images par seconde. Donc, on fait passer 50 images successivement par seconde pour voir une personne qui court ou bien qui bouge. Alors, comment on peut compresser cette vidéo?
Alors, on a cette vidéo, c'est une très petite séquence de vidéo qui ne comporte que 3 images. Alors, est-ce qu'on peut compresser ça? Oui, on peut compresser. Pourquoi? Parce qu'au niveau de stockage, on stocke toutes les images. D'accord? On stocke toutes les images. Et lors de stockage des images, supposons que cette image prend 50 kilooctets, 50 kilooctets, 50 kilooctets. Alors, la taille de cette vidéo prend combien? Prendra 50 kilooctets. Oui. D'accord? Mais il y a des formats de compression. Comment il s'agit? Comment s'agit-il? Donc, on prend toujours ce qui bouge, le carré qui bouge, c'est lui qui sera enregistré, avec bien sûr sa position. Donc, je répète. Il y a une zone qui ne se change pas. D'accord? Quand par exemple le présentateur des infos du soir, toujours on voit quelqu'un, moi personnellement, vous voyez donc ma vidéo, hein? Qu'est-ce que vous voyez? Qu'est-ce qu'il bouge? Est-ce que l'arrière-plan derrière moi, est-ce qu'il bouge? D'accord? Est-ce que la position du casque, généralement, bouge trop? Ce qui bouge, c'est tout simplement la bouche. C'est lui qui bouge. Donc la zone où il y a la bouche, c'est elle qui va être enregistrée. Et on va appliquer l'arrière-plan. Donc l'arrière-plan maintenant ne sera enregistré qu'une seule fois, ou bien à la demande. D'accord? Pourquoi? Pour ne pas répéter l'enregistrement de la même chose sur plusieurs images. Toujours la chose commune, ou bien les objets communs de toutes les images sont enregistrés une seule fois. Et on va appliquer tout simplement l'enregistrement de la zone qui bouge. OK? Et lors de la lecture, qu'est-ce qu'on fait? On prend le fichier qui comporte l'arrière-plan et on le combine avec la zone qui bouge. Et voilà, on peut voir, la personne qui court vers la maison. Voilà, c'est comme ça. Donc ça, c'est la première image. Pour la deuxième image, on n'enregistre pas l'image de la maison. On prend seulement la personne qui bouge. Encore, il y a d'autres techniques de compression. Et pour cela, on code le déplacement des blocs. Par exemple, entre l'image 1 et l'image 2, on a un déplacement d'un carré. D'accord? Ce déplacement de carré de cette position vers cette position. Ça, ce sont deux images successives. L'image 1 et l'image 2. On a le même arrière-plan, ici et là. Toujours le même arrière-plan. Et normalement, on doit enregistrer normalement cette partie-là, la partie qui bouge. Mais en fait, on peut même ne pas enregistrer le carré. Mais on va seulement enregistrer un vecteur. Et un vecteur, vous savez, c'est quoi? C'est un déplacement ou bien un couple de deux valeurs. D'accord? De deux valeurs. Et pour stocker deux valeurs, c'est encore beaucoup plus léger que stocker tout un carré. D'accord? Et pour faire ce stockage-là, on doit calculer le déplacement du carré entre la première image et la deuxième image. Et ensuite, on calcule ce déplacement qui est bien sûr fait avec un vecteur. Et finalement, à la place de stocker l'objet lui-même, on stocke juste le vecteur de déplacement. Et c'est au niveau de lecteur média qui va faire ce déplacement de ce carré. Alors ça, c'est pourquoi parfois il y a des lecteurs médias qui ne peuvent pas lire certaines vidéos. Et ils vous demandent de télécharger un codec. Alors c'est le codec qui permet de comprendre cette façon de compression. Parfois il y a des lecteurs, media players, qui ne peuvent pas lire les images 4K.
Ça c'est normal, parce qu'ils ont été développés pour lire seulement les images, pardon, les vidéos MPG, les vidéos AVI, les vidéos MP4, et ainsi de suite. Mais pour les 4K, bon, il faut télécharger encore un codec pour que votre lecteur média puisse savoir la méthode de décompression. Comment il peut décompresser cette vidéo, bien sûr selon l'extension du fichier. C'est pour cela, il y a des fichiers qui possèdent l'extension .jpg, pardon, .mp4. Il y a d'autres qui possèdent l'extension .avi, .4k et ainsi de suite. Alors maintenant, on va passer à une chose encore très très intéressante et qui s'appelle le chiffrement. D'accord? C'est quoi le chiffrement? Ou bien on peut dire aussi le cryptage. D'accord? C'est la même chose. Le chiffrement, c'est le cryptage. Mais le déchiffrement ne signifie pas la même chose que le décryptage. Alors c'est quoi? Alors vous avez un fichier sur votre ordinateur et voulez-vous qu'il soit confidentiel? D'accord? Ou bien vous avez un dossier, vous avez un disque et vous voulez qu'il soit confidentiel. Alors comment je peux faire pour rendre ce fichier confidentiel? Donc là, il y a plusieurs méthodes. Alors il y a aussi les clés USB qu'on peut les rendre confidentielles. Donc, et si vous voulez bien, vous pouvez me rappeler à la fin de la séance pour vous montrer comment rendre une clé USB confidentielle. Ou bien, on peut avoir une clé USB qui a une taille de 16 Go ou bien 8 Go. Et peut-être vous voulez vous voulez avoir seulement sa moitié, ça veut dire 4 Go, qui soit confidentiel. Et l'autre non. Donc, moi-même, je fais ça. J'ai un disque dur qui est toujours proche de moi. Et je l'ai partagé en deux. Il y a deux partitions sur mon disque dur. Il y a une partition que pour y accéder, il faut taper un mot de passe. Oui, c'est obligatoire. Un mot de passe. Et pour l'autre partition, c'est là où je trouve les programmes avec lesquels je travaille. Je trouve des simples fichiers, hein, des logiciels. Non, tout le monde peut y accéder. Donc, vous pouvez même faire ça avec une clé USB. D'accord. Alors, le cryptage, c'est quoi? Ou bien le chiffrement, c'est quoi? C'est le fait de transformer l'information en utilisant un code de chiffrement. D'accord? Par exemple, il y a des chaînes. Par exemple, si je prends l'exemple de Beansport. Lorsqu'il fait l'émission de ces ondes, d'accord, via le satellite, il ne fait pas l'émission d'une façon claire, où les antennes simples ou bien les paraboles puissent les lire. Non, il envoie les données d'une façon cryptée. Alors, il faut avoir un décodeur qui fait le décodage ou bien le déchiffrement de l'information reçue par le satellite, par le parabole. Donc, c'est pour cela, à chaque fois, vous voyez qu'on peut charger chacun, acheter le jeton pour pouvoir regarder les matchs de football. D'accord? Parce que c'est déjà crypté. Alors, je répète, le cryptage aussi, donc généralement avec le cryptage, j'utilise un mot de passe. Alors, ceci est un exemple de cryptage. Supposons qu'on a un texte comme ça, et nous voulons le crypter. On le crypte avec un algorithme de cryptage A. Donc, je considère que j'utilise un algorithme de cryptage. Donc, il y a plusieurs algorithmes. Vous pouvez vous-même créer votre propre algorithme de cryptage. D'accord? Alors, quand je parle d'algorithme, ça veut dire un programme. Hein. Maintenant, en première année, on ne fait pas la différence qu'après avoir fait le chapitre suivant. Là, on va différencier entre programme et algorithme. Alors, le cryptage suit toujours un algorithme de cryptage. Il transforme un texte
en clair, qui est visible et qui est lisible partout, ont un code. Hein? Ou bien un mélange de symboles. Alors, toujours, alors vous êtes en droit de vous poser la question si tout le monde utilise les mêmes algorithmes. Voilà. J'ai un texte, je le crypte avec un algorithme. Puisqu'il y a un algorithme de cryptage, il y a aussi un algorithme de décryptage. Alors, si tout le monde utilise un algorithme A de cryptage, il y a aussi l'algorithme de décryptage A. Donc, tout le monde peut utiliser pour décrypter votre information. Et finalement, vous n'allez rien gagner. Alors, si tout le monde, j'ai dit, utilise les mêmes algorithmes, et si tout le monde sait comment déchiffrer, chiffrer et déchiffrer les messages, alors tout le monde peut lire les messages chiffrés. Non? Alors, regardez. Voilà. On a un code, tout simplement. On fait le décryptage à l'aide de l'algorithme de cryptage A. Il suffit de savoir l'algorithme. Et voilà, on renvoie le texte en clair. Mais, si vous utilisez un autre algorithme de cryptage B, et vous voulez décrypter avec un autre algorithme, vous n'allez pas trouver l'information. Donc c'est impossible. Donc l'algorithme qui fait le cryptage, c'est le même qui fait le décryptage. Maintenant, moi j'utilise un algorithme très connu par exemple, RSA par exemple, et je fais le cryptage avec l'algorithme RSA. Alors je fais le cryptage. Mais l'algorithme normalement il est à la disposition de tout le monde. Vous pouvez vous-même utiliser l'algorithme RSA qui est libre à tout le monde et vous pouvez l'utiliser pour décrypter mes messages. Et ça, c'est mauvais. Donc, on ne peut pas maintenant sauvegarder ou bien sauvegarder l'information dans un endroit confidentiel. Donc, en résumé, contrairement à ce que l'on pourrait penser, les algorithmes de chiffrement et de déchiffrement doivent être diffusés à tout le monde. Donc, les algorithmes ne doivent pas être confidentiels. Tout le monde utilise les mêmes algorithmes. Car si le destinataire n'a pas la bonne méthode de déchiffrement, alors le message ne pourra pas être déchiffré. Et ces mécanismes de chiffrement sont basés sur les clés. Les clés vont permettre en quelque sorte de verrouiller ou de déverrouiller les données. Donc seul celui qui a la clé peut ouvrir. Comment? Alors tous les algorithmes de déchiffrement maintenant, ou bien de déchiffrement, sont basés sur le principe de clé. D'accord? Alors, pour le cryptage, qu'est-ce qu'on fait? On a un message, comme ça, d'accord? Et on utilise un algorithme de cryptage A qui est basé sur une clé. Et quand je parle de la clé, je parle d'un mot de passe. Donc, les données seront chiffrées avec un algorithme de cryptage A, mais en utilisant une clé qui est définie seulement par l'utilisateur, par celui qui a chiffré le document. Et pour déchiffrer, qu'est-ce qu'on utilise? Le même algorithme de cryptage A, on l'utilise pour le décryptage. Et, bien sûr, on me demande un mot de passe, et c'est ça la clé. Et lorsqu'on insère, bien, on donne le bon mot de passe qui est 1, 2, 3, 4, c'est le même que celui qu'on a utilisé pour le chiffrement. Si on utilise le même mot de passe, on verra nos données. Mais si on utilise une autre clé, ou bien un autre mot de passe, on ne pourra jamais voir l'information que se trouve dedans. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'il faut retenir? Il faut retenir que tout le monde utilise les mêmes algorithmes de chiffrement et sont diffusés partout. Par contre, les clés permettent de chiffrer et de déchiffrer les données. Donc, j'utilise l'algorithme et vous connaissez l'algorithme. Oui, tout le monde connaît l'algorithme de chiffrement et tout le monde peut utiliser l'algorithme de déchiffrement, mais ils n'ont pas la clé de déchiffrement. Donc, on a deux choses. L'algorithme et la clé. Et quand je parle de la clé, je parle aussi, du mot de passe.
Alors maintenant, commençons par regarder deux types de cryptage répandus qui sont le cryptage à clé symétrique et le cryptage à clé asymétrique. Alors la différence c'est quoi? La différence c'est simple. Hein? Vous avez un message. Regardez. Je vais créer un fichier pour mieux voir les choses. Voilà, c'est ça mon dossier. Je mets l'image de Achraf Hakimi dedans. Voilà. C'est ça. Alors, je vais compresser et aussi chiffrer cette information avec WinRAR. Parce que WinRAR, il n'est pas fait seulement pour la compression, mais aussi pour le chiffrement. Alors, ajouter à l'archive. Voilà, c'est ça. Et là, on peut choisir la méthode de compression. Je choisis toujours normal. Et là, il y a définir un mot de passe. Je clique sur définir un mot de passe. Et donc, je définis un mot de passe, par exemple, 1, 2, 3, 4 seulement. Et vous pouvez chiffrer les noms de fichiers. Pour ne pas voir même pas le nom du fichier à l'intérieur. OK. Et voilà. Donc, je peux maintenant supprimer l'image de Achraf Hakimi. Maintenant, voilà, ça c'est mon fichier WinRAR. Double-clic. Et hop, il me demande un mot de passe. Ça c'est quoi? Ça c'est le chiffrement, bien le cryptage symétrique. Symétrique, ça veut dire la même clé que j'utilise pour chiffrer est utilisée pour déchiffrer. Donc je dois utiliser 1, 2, 3, 4. Voilà, c'est ça. OK? Et maintenant, je peux ouvrir l'information qui devient maintenant déchiffrée. Parfait. Ça y est. Alors maintenant, regardez s'il vous plaît. Je vais passer à une autre chose, toujours. Maintenant, on a compris que le chiffrement symétrique, c'est le fait d'utiliser un algorithme de chiffrement et aussi utiliser une clé de chiffrement. Et lors de déchiffrement, ou bien lors de décryptage, on utilise toujours le même algorithme et la même clé de décryptage. Donc ça s'appelle un chiffrement à clé symétrique. Donc symétrique dans les deux côtés. Chiffrement, déchiffrement. C'est toujours des... d'accord, c'est toujours symétrique. Alors maintenant, regardez. On va voir... donc ça, c'est un schéma qui montre bien le fonctionnement de chiffrement symétrique. Donc, bonjour, c'est ça le message. Je crypte le message. Il devient un ensemble de symboles. D'accord? Fatim Zahra envoie le message crypté à Mohamed. Mohamed, qu'est-ce qu'il fait? Il reçoit le message crypté. Enfin, il doit le décrypter, d'accord, pour voir le mot bonjour. Mais le problème, c'est quoi? Et là, Fatim Zahra doit aussi envoyer la méthode de déchiffrer. Regardez, j'ai mis une croix sur décrypter et je l'ai remplacé par déchiffrer. Pourquoi? Parce qu'il y a une différence, une petite différence entre déchiffrer et décrypter. Alors, chiffrer, déchiffrer, c'est d'avoir un mot de passe. D'avoir un mot de passe pour déchiffrer. Et le mot de passe est donné par celui qui a chiffré. Mais décrypter, c'est le fait on peut dire, d'essayer de faire plusieurs tentatives afin de deviner le mot de passe correct. Vous n'avez pas le mot de passe, mais vous essayez peut-être, mon frère a crypté un fichier, et moi je voulais bien savoir qu'est-ce qu'il contient, ce fichier-là, et je ne sais pas c'est quoi le mot de passe. Alors peut-être je vais essayer son nom et son prénom, ça ne marche pas. Ensuite je vais essayer sa date de naissance, non ça ne marche pas. Et ensuite je vais essayer son numéro de téléphone, et aussi ça ne marche pas.
Et ça s'appelle un décryptage. Et lorsque je trouve le mot de passe sans que la personne, le propriétaire du fichier, me lui donne, là, ça s'appelle un décryptage. Donc on peut dire que décrypter c'est mauvais, mais déchiffrer c'est légal. D'accord? Je répète. Décrypter c'est mauvais, mais déchiffrer c'est légal. Alors maintenant, si des personnes arrivent à récupérer le message, ils ne peuvent pas comprendre le contenu. Et là, je parle d'autres personnes qui peuvent recevoir le message. Alors, si ces deux personnes reçoivent ce message-là qui est crypté et qu'ils ne possèdent pas le mot de passe, donc ils ne pourront jamais voir le contenu du fichier. C'est seulement Mohamed et Fatem Zara qui possèdent le mot de passe. Ok, parfait. Et là, on travaille sur quoi? On travaille sur... là, donc Fatem Zara a donné la clé, a donné le fichier à Mohamed sur une clé USB. Et aussi, il lui a communiqué le mot de passe. Il lui a dit que le mot de passe, c'est 1, 2, 3, 4. D'accord? Si la clé tombe sur une autre personne, cette personne ne connaît pas le mot de passe que Fatem Zara a donné à Mohamed. Donc ça s'appelle toujours la clé symétrique. Alors, comment on peut faire le chiffrement? Il y a tout d'abord le code de César. Bien, le chiffrement de César, c'est le plus ancien et c'est le premier. C'est le premier type de chiffrement qui est basé sur un principe très, très simple. Alors, le texte, on a un texte d'origine, culture informatique par exemple. Avec un cryptage, on fait chaque lettre, on fait la décalée de plus 3. Comment? Alors, C, on va décaler C de plus 3. Alors, plus 3, regardez, on fait C, D, E, F. Donc, qu'est-ce qu'on a eu? F, ça veut dire on ajoute 3 lettres après. Donc, on décale à 3 lettres après le C. Et on aura F. Par exemple, le U. Le U, on décale à 3, à plus 3, je dis, à plus 3. Et on aura combien? On aura U, V, W, X. Et voilà, on a ici X. Et de même pour le reste. Et donc, c'est quoi la clé? C'est plus 3. Et pour déchiffrer, qu'est-ce qu'on fait? Le décryptage en faisant moins 3 à chaque lettre. Pour revoir l'information d'origine. Alors, ce qu'il faut retenir ici, je ne dis pas que tous les systèmes de chiffrement symétrique sont aussi simples. Je dis juste que le système fonctionne dans les deux sens avec la même clé. Alors en fait, ça c'est très simple. On ajoute juste plus 3, on décale plus 3 et on décale plus 4. Mais en fait, à la place de ce décalage plus 3, c'est comme si vous avez ici une fonction f de x égale à 3. D'accord? C'est ça la fonction de cryptage. C'est f de x égale à 3. Supposons que f de x est égal à x au carré fois la racine de x moins 2. Ça sera encore compliqué. D'accord? Et finalement, généralement, on crypte et on décrypte avec des fonctions. Et bien sûr, vous vous rappelez bien au baccalauréat, vous avez déjà fait un cours de fonctions numériques. Et même maintenant, vous faites dans l'analyse, il y a des fonctions numériques. Et vous faites le f de x, et f moins 1 de x. D'accord? Alors, la f de x et la f moins 1 de x, c'est quoi son rôle? Pourquoi on crée, ou bien on trouve la fonction f moins 1 de x? C'est pour cet objectif-là. C'est pour le cryptage et le décryptage. Maintenant, vous avez commencé à ressentir vraiment l'importance des mathématiques. Alors, normalement, on ne cherche pas la fonction, comment il s'appelle? La fonction réciproque, oui. C'est ça, son nom. La fonction réciproque, f moins 1 de x,
là, on ne fait pas au baccalauréat les choses comme ça. Bien sûr, il faut savoir comment transformer une fonction vers une fonction réciproque et vice-versa. On doit savoir comment. Mais à la faculté, on doit voir, on doit savoir quand est-ce qu'on utilise ça. C'est généralement au niveau de cryptage et au niveau de la sécurité informatique. Toujours, voilà, je viens d'expliquer ça. Donc, regardez, si vous devez envoyer les messages différents à plusieurs personnes, ceux qui seront en possession de votre clé de chiffrement pourront également lire des messages qui ne leur sont pas destinés. Donc, pour communiquer en toute sécurité, qu'est-ce qu'il faut faire? Vous devez échanger autant de clés que vous avez d'interlocuteurs. Et vous devez trouver un moyen sûr pour faire parvenir cette clé à vos destinataires. Alors, je reviens à cette image. Alors, ici, on a considéré que Fatim Zahra a donné un fichier dans une clé USB. Aucun problème. Sauf s'il y a un voleur qui a volé la clé USB, mais il ne pourra jamais savoir le mot de passe communiqué par Fatim Zahra et Mohamed. Maintenant, supposons que Fatim Zahra communique avec Mohamed sur une application de chat. D'accord? Où il n'y a que l'écriture, que le clavier. Donc Fatim Zahra, comment il pourra envoyer ou bien donner le mot de passe de ce fichier? Bien sûr, il va utiliser le clavier, il envoie même le mot de passe à Mohamed. Mais le problème, c'est que le mot de passe pourra être lu par les autres qui font l'écoute du canal. Donc le mot de passe aussi doit être chiffré. Et pour chiffrer le mot de passe, on doit avoir une autre clé de chiffrement de mot de passe. Et cette clé de déchiffrement de ce mot de passe doit être envoyée aussi par Fatim Zahra à Mohamed. Mais encore, elle pourra être prise par les autres, donc il faut encore la chiffrer. Et voilà, on finira jamais. D'accord? Donc cette méthode du clé symétrique ne marche plus s'il y a une communication réseau. Dans les communications réseau, non, ça c'est mauvais. Donc on n'utilise pas le chiffrement à clé symétrique. Mais plutôt, on utilise la clé asymétrique. Bah, juste pour l'information, un chiffrement quasi incassable qui s'appelle l'AES 256. C'est ça l'algorithme qu'on utilise généralement pour le chiffrement des fichiers. D'accord, il n'y a pas seulement ça, mais il y en a plusieurs. Mais ça, c'est un bon algorithme. Alors maintenant, on parle toujours de la clé asymétrique. Mais où est la clé asymétrique? Non, regardez s'il vous plaît. Voilà, c'est ça, c'est clé asymétrique. Voilà, j'ai pas bien lu la chose. Alors, pour corriger cet inconvénient, où il faut à chaque fois envoyer la clé et le crypter, et aussi crypter la clé, l'autre clé, deuxième clé, troisième clé, ainsi de suite, ça c'est pas possible. Donc, pour corriger l'inconvénient de cette clé unique, le système de cryptage asymétrique a été créé dans les années 70. Donc, c'est très très ancien. Et ce système est basé sur deux clés. Il y a une clé publique, il y a une clé privée. La clé publique qui va servir à crypter les informations. Et pour la clé privée, c'est elle qui va permettre de déchiffrer les informations. Le principe est inversé. C'est le destinataire maintenant qui va fournir un moyen de déchiffrer les données. Alors, l'expéditeur va crypter les données avec la clé fournie par le destinataire. Seul le destinataire possède la clé pour déchiffrer. Alors, pour expliquer mieux, je vais utiliser Paint. Et voilà. Voilà, j'agrandis un petit peu. Alors, on considère maintenant qu'on a deux personnes. Généralement, dans la littérature, dans tous les livres, vous voyez Bob et Alice. Monsieur Bob et Mademoiselle Alice. Et nous, on va considérer que ça,
c'est Mohamed. D'accord? Les pieds. Et celle-là s'appelle Fatim Zahra. D'accord? Voilà. Ils sont trop jolis, hein? Fatim Zahra avec des cheveux comme ça. Voilà. Alors, il y a une information. Donc, Mohamed veut envoyer une information qui contient la lettre A. Voilà. Les deux travaillent via un réseau distant. Il y a quelqu'un qui écoute. Voilà. Alors la personne, la troisième personne, écoute toujours la ligne. C'est un espion, hein. Il fait l'espionnage. Alors, normalement, si Mohamed envoie à Fatim Zahra, donc, tout d'abord, il doit crypter, hein. Il doit tout d'abord crypter le fichier pour qu'il devienne comme ça quelque chose qui est crypté. On ne sait pas. Donc, il envoie le fichier crypté vers le canal, mais pour que Fatim Zahra puisse lire, il faut qu'il possède le mot de passe. Supposons que le mot de passe c'est 1, 2, 3. D'accord? Alors, Mohamed va envoyer les deux à Fatim Zahra. Et bien sûr, Samir peut récupérer l'information cryptée. Il peut même récupérer la clé de décryptage. Donc, ça, c'est une mauvaise méthode. Ça, c'est la méthode symétrique qui ne marche pas sur le réseau. Donc, Fatim Zahra est intelligente. Qu'est-ce qu'elle a dit à Mohamed? Elle a dit, regarde, je te donne mon sac. Voilà. Alors, on s'oublie le sac مزيان. Voilà. Comme ça. Je t'envoie mon sac. Ok? Et tu mets l'information dans mon sac. D'accord? Et bien sûr, Fatim Zahra possède une Samsonette ou bien un sac avec mot de passe. Et son mot de passe c'est A, B, C, D. Voilà. A, B, C, D. Alors, qui connaît le mot de passe du sac pour ouvrir le sac? Seulement Fatim Zahra. C'est elle qui possède la clé pour ouvrir le sac. Ok? D'accord. Est-ce que Samir possède le mot de passe du sac? Non. Impossible. Alors, Fatim Zahra envoie le sac. Il demande à Mohamed de mettre l'information à l'intérieur du sac. Il lui demande aussi de fermer le sac après avoir mis l'information. Alors, est-ce que Mohamed, lorsqu'il ferme le sac, est-ce qu'il peut l'ouvrir encore? Non, bien sûr non. Mohamed ne pourra jamais ouvrir le sac. Si le sac est fermé, ça y est, c'est fermé. La seule personne qui peut ouvrir le sac, c'est Fatim Zahra. D'accord? Alors, Mohamed met l'information à l'intérieur du sac. Maintenant, elle est cachée. Il ferme bien le sac et le sac circule ici. Alors, Samir, il reçoit le sac, mais il ne possède pas la clé pour ouvrir le sac, tout simplement. Ok? Donc il va garder l'information cryptée,
il n'aura jamais la possibilité de décrypter ou bien de voir qu'est-ce qu'il y a dans le sac. Et Fatem Zahra, quand elle reçoit le sac, c'est elle qui possède à la main la clé de chiffrement. Voilà. C'est elle qui pourra ouvrir le sac et lire le message. Alors, ici, qu'est-ce qu'on a utilisé? Deux acteurs, bien deux objets essentiels. Deux objets essentiels qui sont, tout d'abord, la clé et le sac. Le sac, dans la communication réseau, on peut le considérer par exemple comme l'email. Voilà. Et le mot de passe, c'est comme le mot de passe de l'email. Le mot de passe, c'est PWD, le password. Ok? Donc, lorsque je vous envoie un email, pour vous envoyer un email, je dois savoir quoi tout d'abord? Je dois savoir votre email. Alors, je prends une personne, par exemple, parmi les personnes qui assistent maintenant, je prends par exemple Moued. Moued, pour que je puisse lui envoyer une information, bien un fichier de données, il faut qu'il me donne son email. Alors, je fais quoi? Je crypte le message par l'email. Donc l'email, c'est la clé publique, que tout le monde puisse savoir. Donc c'est ça. Donc je répète, je crypte le message par la clé de Moued, par l'email de Moued. Et donc l'email de Moued est considéré comme la clé publique, parce que tout le monde peut connaître l'email de Moued. Mais, qui peut lire le message? C'est seulement Moued, parce que c'est Moued, c'est lui le seul qui possède le mot de passe qui concerne cet email. D'accord? Et là, on peut dire que le mot de passe, c'est la clé privée, qui est privée seulement à Moued. Parfait, j'ai pris un peu de temps pour expliquer le concept de la clé symétrique et la clé asymétrique. D'accord? Et voilà, c'est ce que je viens d'expliquer tout à l'heure. Vous pouvez le voir. Et dans la clé asymétrique, on trouve généralement l'algorithme RSA. D'accord? C'est lui qu'on utilise généralement pour le chiffrement asymétrique. Alors, ce qu'il faut retenir maintenant, qu'il y a deux types de cryptage. Un cryptage symétrique et un cryptage asymétrique. Généralement, le cryptage symétrique se fait par l'algorithme AES, qui est rapide, sûr, mais avec des échanges de clés problématiques. Hein? On ne peut pas échanger la clé. Et pour le RSA, il est plus lent, mais qui résout le problème des échanges de la clé. Ça, c'est la fin du chapitre 2. Et on va commencer un petit aperçu sur le chapitre numéro 3, qui concerne une introduction à l'algorithmique et à la programmation. Alors, les objectifs, on ne va pas vraiment aller plus loin dans ce chapitre-là, parce que en S2, vous allez avoir un cours complet d'algorithmique et de programmation. Moi, regardez, s'il vous plaît, faites attention à ce que je vais dire. Si vous maîtrisez ce chapitre-là, d'accord, et si vous réussissez à valider ce module en répondant aux questions de ce chapitre-là, c'est comme si, bon, là, je vous rassure que vous allez valider le module de l'algorithmique et de programmation en S2. Cela veut dire, essayez s'il vous plaît de valider ce module-là pour valider facilement
le module de l'algorithmique et programmation de S2. D'accord? Une seule préparation pourra durer jusqu'à la fin d'année. Et avec une seule préparation, vous pouvez valider 2 modules. D'accord? Soyez sûr et certain, je parle sérieusement. Donc, essayez de travailler bien ce chapitre, hein, parce que je vois que la plupart perdent beaucoup de points en examen sur ce chapitre-là. Ok. Regardez s'il vous plaît. On commence tout d'abord par une activité simple. On vous demande de citer le chemin qu'il faut suivre par le bonhomme pour arriver au trésor. Et pour cela, il faut utiliser la notation suivante pour désigner les instructions à respecter. Alors, je suppose que le bonhomme est un robot. Ceci est un robot. Et ce robot ne comprend que 3 ordres. Seulement 3 ordres. Il comprend seulement AV, TG et TD. Il y a une question peut-être? Ok, merci. Je vous en prie. Alors, AV, TG et TD. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire à Monsieur Super Mario, notre robot, pour qu'il arrive au trésor? Le premier ordre que je dois donner, c'est quoi? Donc, je dois lui dire AV pour qu'il avance. Ok? Voilà. C'est ça. Donc, il doit se déplacer en avant. Donc, je dois lui dire AV. Donc, je dois l'écrire dans une feuille qu'il doit commencer par AV. Ensuite, il va faire quoi? Il va faire tourner à droite, puisqu'il va prendre ce chemin. Voilà. Donc, il doit tourner à droite. Alors, tourner à droite, ça veut dire pas se déplacer à droite. Faites attention. Il y a une grande différence entre tourner à droite et se déplacer à droite. Alors, avancer, ça veut dire mettre un pas en avant. Tourner à droite, c'est seulement tourner. On ne fait pas de pas. On ne fait pas de pas, donc on ne fait aucun pas. Donc, on tourne tout simplement et on reste dans la même position, au même point. Juste on tourne. Ça, c'est tourner à droite ou bien tourner à gauche. Alors, maintenant, tourner à droite. Voilà. Et ensuite, qu'est-ce qu'il faut lui demander? Puis, maintenant, son visage se dirige vers ici, vers le bas. D'accord? Et on lui demande d'avancer. Et voilà. Donc, il a avancé. Ensuite, on lui demande d'avancer encore une fois. On lui demande aussi maintenant de tourner à droite et puis avancer. Non, pour tourner à gauche plutôt. Tourner à gauche et puis avancer. Parce que maintenant son visage est vers le bas. Donc il doit tourner à gauche. Pour nous c'est droite. Et pour lui c'est la gauche. Et avancer. Tourner à gauche et avancer. D'accord? Et ainsi de suite. Jusqu'à la fin de son chemin. Et enfin il arrive au trésor. Voilà. Maintenant, je peux donner. Donc j'ai deux choses à donner à monsieur le bonhomme. Soit je lui donne la carte, ou bien je lui donne tout simplement les instructions. Ça s'appelle des instructions. D'accord? Et qu'est-ce que vous avez remarqué? Que supposons que ce bonhomme est un robot, je dois lui donner ces instructions et lui doit les appliquer. Donc, cet ensemble d'instructions s'appelle un programme. Donc, on peut définir maintenant le programme comme étant un ensemble d'instructions. Vous parlez de... Ah, j'ai cru que vous parlez des travaux dirigés. Désolé. Oui, vous aurez des travaux dirigés par la suite. Ne vous inquiétez pas. D'accord? Donc aujourd'hui, il y avait une réunion à la faculté. Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils ont décidé.
peut-être on va ajouter une autre séance pour les travaux dirigés. Et pour le TD que vous désignez vous, c'est tourner à droite. Ok? Alors, maintenant, on passe. Un algorithme. L'algorithme, le nom algorithme, ça se voit pas un nom latin. D'accord? Ça se voit pas un nom latin. Donc ça veut dire que c'est de l'origine peut-être arabe, peut-être quelque chose comme ça, hein, d'origine turque. Alors, algorithme, c'est une méthode, je dis précise et efficace à suivre pour résoudre un problème. Donc, le premier qui a inventé ou bien qui a introduit la notion d'algorithme s'appelle Al-Khwarizmi. Donc, bien sûr, vous connaissez c'est qui Al-Khwarizmi. C'est le savant, c'est le mathématicien musulman. On sait que ce n'est pas un musulman, ce n'est pas arabe, mais c'est un musulman qui s'appelle Al-Khwarizmi. C'est lui qui a commencé le premier les notions de base des algorithmes, même s'il n'y avait pas de machine. Mais quand même, il a utilisé les algorithmes pour les maths. Alors, par exemple, si on prend l'algorithme de résolution de l'équation ax plus b. Alors, ax plus b, si on veut donner la méthode qui est efficace et précise afin de résoudre un problème, et ça c'est un problème, c'est une équation de premier degré à une seule variable. Pour résoudre cette équation, on doit suivre tout simplement cet algorithme. Et là, on peut dire qu'un algorithme peut être écrit en lettres, ou bien peut être écrite en schéma, ou bien tout simplement avec des formules mathématiques. Un algorithme pourra être écrit en arabe, en français, en anglais, en espagnol, n'importe quelle langue. C'est ce qu'on appelle l'algorithmique. Mais pour le programme doit suivre un langage. Là, il y a plusieurs langages de programmation, comme Java, Python, PHP, JavaScript, et ainsi de suite. Alors, prenons par exemple cette méthode-là. La première des choses, on doit vérifier. Alors, ici, ce losange-là signifie la vérification. Et ça, c'est le résultat, le rectangle. Alors, si A égale à 0, donc on a deux possibilités. Soit cette proposition est vraie, oui, ou bien est faux. Si A est différent de 0, automatiquement, x égale à moins b sur A. Automatiquement. Mais si A est égal à 0, qu'est-ce qu'on aura ici? Alors, cette partie-là sera exclue et on aura seulement b égale à 0. Et dans b égale à 0, on a deux choses, deux possibilités. Soit b elle-même égale à 0, et dans ce cas, on aura 0 égale à 0. Et on peut dire qu'on peut remplacer x par n'importe quelle valeur. Toujours, on aura 0 égale à 0. Ça veut dire que x accepte une infinité de valeurs. Ou bien R. Tout l'ensemble R. Voilà. Donc si A est égal à 0 et même B égale à 0, donc l'ensemble de solutions est égal à R. Mais si par contre A égale à 0, donc on va exclure ça. Et on aura B différent de 0 et en même temps égal à 0. Et on voit que c'est impossible. Donc, on n'a pas de solution. Ce qui donne S égale à l'ensemble vide. Ok? Et maintenant, je pense que c'est l'heure. Oui, c'est l'heure, c'est l'heure. Et on va continuer la séance prochaine. Au revoir.